4 heures que nous survolons l'enfer vert, ultime terre d'Amazonie, où encore une poignée d'Indiens n'a jamais eu de contact avec l'homme blanc. C'est la région du Haut-Xingu, le cœur de l'Amazonie, terre farouche longtemps inexplorée. Des heures d'avion pour voir enfin apparaître une clairière entourée de 12 énormes cases. C'est le village des Yawalapiti, indiens tout droit sortis de nos livres d'enfants. Ils vivent coupés du monde des Blancs, mais ils le connaissent assez pour s'en méfier. Il y a 40 ans, lors de leur premier contact avec la civilisation, ils ont contracté la rougeole. Ils sont morts par centaines, 7 ont survécu. Pour reconstituer le village, les femmes se sont mariées avec des hommes d'autres tribus, mais ils sont à nouveau menacés de disparaître, attaqués de toutes parts par les chercheurs d'or, les bûcherons, les éleveurs et les constructeurs de barrages. Avec ces hommes premiers, nous allons nous enfoncer dans les âges, écouter leur monde et parler du nôtre. Chaque jour, ils répètent ces rites d'ancienne sorcellerie pour chasser les esprits qui hantent les huttes. Voici les derniers Yawalapiti, une tribu d'hier qui a peur de demain. Ayupu connaît l'hameçon, mais préfère l'arc et ses flèches. Il vit nu, mais porte des tongs. Il a 65 ans. Chaque matin, il part pêcher 1 heure ou 2 au bord du rio Xingu, l'affluent le plus fougueux de l'Amazonie. Longtemps, les Blancs n'ont pu le remonter à cause de ces énormes rapides. Aujourd'hui, ils veulent le dompter avec un gigantesque barrage qui engloutirait toute la région. Ayupu sait depuis longtemps que la technologie du Blanc, c'est la mort de l'Indien. Quand j'étais petit et que j'ai vu les premiers Blancs, je trouvais que tout ce qu'ils apportaient était magnifique. Ils avaient de beaux vêtements, ils amenaient des machettes en métal qui coupaient beaucoup mieux que nos haches de pierre. Et puis ils sont venus avec des hameçons. Il suffisait de jeter la ligne dans l'eau sans voir le poisson et en ramener à chaque fois. C'était magique, comparé à notre pêche à l'arc où on passait des heures aux aguets sur la berge. De toutes les inventions du Blanc entre le briquet et l'hameçon, qu'est-ce qui vous a le plus amusé? Ce qui m'étonne le plus, c'est comment le Blanc a-t-il pu inventer toutes ces choses? Comment vous, par exemple, vous pouvez faire de si grandes images avec votre si petite machine? Ça me surprend. Une fois, j'ai posé la question à mon dieu, Mavutsini. Pourquoi l'Indien n'a-t-il pas fait toutes ces découvertes? Et il m'a répondu qu'il ne nous a pas permis de découvrir tout ça, parce qu'il voulait qu'on reste nous-mêmes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de guerres chez vous, à cause de toutes vos inventions. Vous voulez toujours plus que l'autre. Quand l'un fait un objet, l'autre fabrique une machine, puis un autre construit un avion. Ça ne s'arrête jamais. C'est pour ça que Mavutsini souhaite que les Indiens restent eux-mêmes, sans vouloir imiter l'autre. C'est mieux comme ça. Je connais les Blancs depuis que je suis tout petit. Et regardez-moi, je tiens debout. Je suis ce que je suis, avec mon arc et mes flèches. Il y a des Blancs qui sont très beaux. C'est vrai qu'on pourrait se couper les cheveux, comme mettre des boucles d'oreilles en métal, ôter nos colliers, mais on se trahirait. C'est ça notre identité d'Indien.
Dans les cases élancées comme des nefs, cérémonial magique des jeunes Yawalapiti qui se transforment chaque matin en hommes-bêtes pour se préparer à lutter. Chacun se teint lui-même le torse, dessinant des bandes sur les jambes pour imiter la panthère ou des points rouges sur le torse pour ressembler à l'anaconda. Bandelettes, plumes de perroquet et colliers pour souligner le corps, bandages et genouillères pour protéger des coups, guêtres et grelots pour faire danser les pas. Ils sont nus mais paraissent habillés, tellement ils sont peinturlurés, chacun dessinant le dos de l'autre de géométries éphémères. Méticuleux et lents préparatifs, répétés chaque matin pour que jamais ces gaillards n'oublient d'où ils viennent. Ils vont lutter mais se tenir par la main parce qu'ils sont unis par la tribu. Ils ont moins de 20 ans et luttent comme il y a plus de 2000 ans en imitant le rugissement de la panthère. Ce combat, le Huka-Huka, symbolise l'engagement farouche et solennel de ces guerriers à lutter pour leur forêt. Dans ce corps à corps se joue la solidarité de la tribu. Pourtant certains, à l'abri des parents, rêvent déjà de t-shirts et de mobylettes. L'appel de la ville menace l'appel de la forêt. Mais le grand chef Makinawa surveille. Si je tiens à rester nu, c'est pour que les jeunes me voient et n'oublient pas nos traditions. Nous sommes venus au monde comme ça, nous n'avons rien à cacher. Lorsque vous les voyez mettre des maillots de bain, vous êtes inquiet? Ça me préoccupe beaucoup, car nous avons une grosse pression du monde des Blancs qui menace notre identité. Et je ne comprends pas pourquoi les jeunes Indiens veulent vous imiter. Ils sont nés Indiens, ils ne seront jamais Blancs. Chaque jour, je veille à ce qu'ils n'oublient pas qui ils sont. Le seul avantage que vous avez, vous, avec vos vêtements, c'est que si vous avez des défauts, vous pouvez les dissimuler. À Yupu, on est très différents. On a un rapport très différent aussi à la nudité. Nous, jamais on montre nos fesses. Nous, les Indiens, quand nous voyons une fille avec ses petits seins nus, nous la trouvons très belle, elle est comme ça. Alors que vous, lorsque vous voyez une femme avec les seins nus, vos yeux vous sortent de la tête, vous avez envie de sauter dessus. Nous, on la respecte. À force de voir des seins et des fesses toute la journée, est-ce qu'on les trouve toujours aussi beaux? Nous, on les voit tous les jours. Cela ne nous fait pas d'autre effet que celui de la beauté. Une jeune fille qui a les seins nus, qui a un beau corps, c'est une reine. C'est notre reine à tous. Sur le sol de terre battue, enfants, singes et perroquets, la vieille Tepori et ses 96 ans, avec ses enfants et petits-enfants, tous autour du même feu, tous sous la même case. Primitivisme moderne où la casserole côtoie l'arc, la bouteille en plastique, la plume de hara, où la fripe commence à cacher le nu. La pénombre est leur seule intimité. Au fond de chaque case, cachée derrière des paravents, une prison pour adolescents. Des jeunes sont séquestrés dans le silence, on ne peut ni les approcher, ni leur parler, ni les filmer. C'est là qu'on isole les filles qui vont devenir femmes et les garçons qui vont devenir hommes.
La réclusion dure de 6 mois pour les adolescentes à 2 ans pour les garçons. Elles apprennent à cuisiner, à tisser et les enseignements de l'amour. Ils apprennent à devenir des vrais guerriers Yawalapiti. Les leçons sont données par les parents qui parlent à voix basse. Personne d'autre ne peut les approcher. C'est le rite d'initiation pour passer à l'âge adulte. C'est là que se joue l'endoctrinement et la cohésion de la tribu. Dans votre tribu, avant le mariage, au moment de vos premières règles, vous entrez en réclusion. Vous avez été enfermé combien de temps, vous? On m'a mise en réclusion le jour de mes premières règles et mon père m'a libérée seulement au bout d'1 an et après j'ai pu me marier. Quel âge vous avez? J'ai 18 ans. Pourquoi les femmes peignent leur corps? Pour plaire, ce sont nos vêtements. Et vous préférez un beau tissu ou une belle peinture sur votre corps? Je préfère un beau corps peint. Et ça reste combien de temps? Ça ne tient qu'une journée, ce sont des dessins éphémères. Vous avez toutes des cheveux absolument magnifiques. Avec quoi vous les lavez? On les lave dans la rivière et on se sert d'une racine de la forêt pour les faire briller. Qu'est-ce que vous pensez de la beauté des femmes blanches? Je ne sais pas, j'en ai pas vu beaucoup. Et elles sont toujours couvertes de vêtements. Je m'appelle Tepori, je suis la plus âgée de la tribu. J'ai 96 ans. Je suis arrière-grand-mère et je connais toutes les histoires de mon village. Plus le temps passe, plus je sens la pression des Blancs. Je sais qu'ils veulent prendre notre forêt et j'ai peur pour l'avenir de mes petits-enfants. Votre père était un grand chef, votre mère était une grande chef. Est-ce qu'une femme peut être chef de tribu? Bien sûr, quand mon père quittait le village, c'est moi qui prenais la tête de la tribu. J'ai même dirigé la communauté. Vous qui êtes une vieille femme, est-ce que vous pensez que les femmes ont autant de pouvoir que les hommes chez les Indiens dans votre tribu? Oui, dans cette case, c'est ma fille qui dirige. Et c'est moi qui conseille mes petits-enfants. Parfois le soir, chez les Yawalapiti, on entend crier les femmes. Et l'on voit alors les fiers guerriers rentrer chez eux la tête dans les épaules parce qu'ils ont préféré rester bavassés dans la case des hommes plutôt que d'aller arracher du manioc ou ramasser du miel. Les femmes se disputent beaucoup avec les hommes ici. Elles ne se laissent pas faire, ce qui fait que nous sommes plutôt à égalité avec les hommes. Quand un homme trompe sa femme, quels moyens vous avez pour protester? Vous ne pouvez pas divorcer? Quand une épouse découvre que son mari la trompe avec une autre femme, elle est furieuse. Elle a envie de les tabasser, lui et l'autre femme. Est-ce que vous pouvez divorcer? Quelqu'un veut répondre à ma place? Ça dépend des femmes. Celles qui sont très jalouses ne veulent pas discuter et quittent leur époux. Mais en général, après une grosse colère, ça finit par s'arranger. Vous vivez nu, vous paraissez très libre, vos femmes sont très belles. Est-ce que la sexualité est quelque chose de tabou? Pour nous, le sexe est quelque chose de très discret. On ne fait jamais l'amour devant d'autres personnes. Ce serait un manque de respect pour la femme. Il ne faut pas en parler non plus. Nous faisons ça avec beaucoup de pudeur. Vous vivez tous ensemble dans des grandes maisons. Où est-ce que vous faites l'amour? Nous le faisons ici même, dans le hamac, assez silencieusement, même si les enfants ne sont pas loin. Personne ne nous écoute ou ne cherche à écouter. Tout le monde reste discret. Les Yawalapiti ne tuent jamais plus de gibier que nécessaire, de peur d'offenser le dieu de chaque espèce. Ils ne chassent d'ailleurs
que le perroquet et le singe. Par tradition, nous mangeons essentiellement du poisson. Nous mangeons très peu de viande, de sanglier, de cerf ou de biche, très peu de pécari, de tapir ou de panthère. Nous savons que la graisse animale fait mal au corps. Elle gonfle l'estomac, donne des varices dans les jambes et elle accélère le vieillissement. Et puis surtout, quand on mange de la viande, l'esprit de l'animal vient en vous et peut vous faire du mal, car cet animal est en rage d'avoir été tué. Moi, je vais avoir 65 ans. Et si je suis comme ça, c'est justement parce que je ne mange pas de viande. La graisse du poisson est plus légère. Elle est meilleure pour la santé. Il y a quelque chose de magnifique et désespéré chez ces jeunes Indiens du fin fond de la forêt amazonienne qui n'ont que leur danse et leurs flèches et leurs pagnes pour lutter contre les barrages, les bulldozers et Internet. Ils se rêvent primitifs, ils savent qu'ils n'échapperont pas plus que les autres à l'histoire et à la civilisation, mais ils résistent grâce à leurs rites et grâce à la solidarité infaillible de la tribu. Le groupe est bien plus important que l'individu pour nous. Aucun de nos rituels ne met au centre l'individu, bien au contraire. Nous savons que vous, les Blancs, vous voulez tous devenir célèbres et riches. Ici, l'individualisme n'a aucune valeur. La seule valeur, c'est la tribu. Entouré de sa jeune garde, le grand chef Makinawa va alors nous raconter pourquoi ils sont si fermés et si hostiles à l'égard de notre monde. Comment une fièvre, amenée par le premier contact avec le blanc, a terrassé sa tribu. C'était il n'y a pas si longtemps, dans les années 70. Un homme de la tribu a été emmené à Sao Paulo et il a attrapé la rougeole. À son retour, 3 tribus ont été contaminées, dont nous, les Yawalapiti. Nous n'étions pas immunisés contre ces maladies. Il y a eu entre 300 et 500 morts. Mes oncles, mes cousins, tous sont décédés. Les vieux comme les jeunes. Ce fut terrible. Personne ne comprenait ce qui se passait. Nos remèdes ne pouvaient rien pour nous. À la fin, nous n'étions plus que 7 dans la tribu. Nous sommes les descendants de ces 7 survivants. Nous sommes aujourd'hui 204 Yawalapiti. Voilà, vous pouvez mieux comprendre pourquoi on se méfie de vous. Nous avons payé très cher notre premier contact avec les Blancs. Nous leur avons proposé de réagir à des images de notre monde dont ils se méfient tant. Nous leur avons montré le pire et le meilleur. À l'heure où le soleil était le plus haut, ils nous ont invités à nous réunir dans la case des hommes, interdite aux femmes. Vous aviez déjà vu ces images? Non, jamais. Est-ce que vous saviez que l'homme blanc était allé sur la Lune? Oui, on en a entendu parler. Mais pourquoi vous êtes allé là-bas? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas? Quel intérêt pour les humains d'aller là-bas? Et qu'est-ce que ça vous fait? Quelle impression ça vous fait qu'un homme ait pu marcher sur la Lune? Nous, ça nous inquiète. La Lune a été créée pour être loin de la Terre, pour ne pas qu'on y touche. La Lune est là pour nous éclairer la nuit. Autrefois, il n'y avait pas autant d'éclipses. Vous avez dû la déranger. Nous, ici, on a remarqué des changements. On a de plus en plus chaud. Il y a moins d'air frais qu'avant. Avec votre technologie, vous allez tuer la Lune. Ça, ce sont nos jardins. C'est les jardins à la française. Qu'est-ce que vous pensez de ce jardin-là, vous qui êtes habitué à votre forêt? Ce n'est pas bien ce que vous faites à vos plantes. Vous leur faites mal en les taillant comme ça. Pour nous, les plantes ont un esprit. On n'a pas le droit de les traiter comme ça. Tailler un arbre, c'est le faire souffrir. Nous, quand on doit les arracher pour faire une plantation de manioc, on a de la peine. Ces plantes que vous coupez et cisaillez, si vous ne les arrosiez pas, elles mourraient certainement. Vous savez ce que c'est, ça? C'est la neige. Dans les pays froids tombent des morceaux blancs
très glacé, et après les hommes glissent dessus. Ok. Ça, c'est la guerre des Blancs. Voilà comment les Blancs font la guerre. Vous en pensez quoi? Vous qui avez encore vos flèches et vos arcs. Nous, quand on tue un animal, on a de la peine. Vous imaginez alors un humain? Vous tuez pourquoi? Pour manger? À moins que ça ne fasse partie de vos coutumes. Pourtant, vous, les tribus, vous êtes fait la guerre entre vous. Ah oui, mais c'est pas pareil. Vous, les Blancs, vous faites la guerre pour prendre quelque chose sur cette terre. Pas nous. C'est vrai que nos ancêtres aussi se battaient entre eux. Comme il l'a dit, on nous volait un enfant ou une femme. Un peu plus tard, on attaquait la tribu avec nos arcs et nos flèches pour voler un enfant ou une femme. Mais sans tuer toute la communauté, ni tout détruire comme vous le faites avec vos bombes. Ça n'a rien à voir, c'est une forme de troc. Tu me voles, je te vole. D'ailleurs, ceux qui faisaient la guerre, c'était surtout les Indiens cannibales. Vous connaissez lui? Le chef, il le connaît? Non, on ne le connaît pas. Zidane, c'est un joueur français qui est un des plus grands joueurs de foot au monde. Je voulais savoir si Zidane allait jusque dans vos tribus. Ben non. Et vous le connaissez, lui? Vous savez qui c'est? Michael Jackson. Comment vous le savez? Je l'ai vu une fois à la télé à la ville. Il y en a combien qui le connaissent? Et les vieux le savent? Non, on ne le connaît pas. Jamais entendu parler. On dit que c'est la première star planétaire. On dit que n'importe quel endroit dans le monde, quelqu'un connaît Michael Jackson. Donc même dans votre tribu, les jeunes le connaissent. C'est le 11 septembre, 2 avions qui rentrent dans des tours à New York. Quelqu'un veut réagir? C'est comme les mauvais sorciers chez nous. Ces gens n'ont de pitié pour personne. Les gens qui ont fait ça n'ont pas de cœur. Ils ne savent même pas qui ils tuent. Voilà, c'est ce qu'on fait de nos personnes âgées. Très souvent, en France, lorsque les personnes sont trop âgées, on les met dans des hospices, dans des maisons, sans leur famille, sans leurs enfants. Qu'est-ce que vous faites de vos vieux, vous? Pour nous, nos vieux sont sacrés. Nous nous occupons beaucoup d'eux. Nous ne les abandonnons jamais. Ce sont nos ancêtres, nous les accompagnons. On les soigne jusqu'au bout. Il n'y a pas d'endroit pour les vieux ici. La famille s'en occupe jusqu'à la fin. Nous devons nous rappeler de tout ce qu'ils ont fait pour nous, de la naissance jusqu'à notre vie d'adulte. Ces images me rendent triste. Ça n'arriverait jamais chez nous. Nous, en France, lorsque on veut dire à une femme qu'on l'aime, on l'embrasse sur la bouche. Vous faites ça aussi, vous? Chez nous, jamais on ne s'embrasse sur la bouche. On se parle, on apprend à se connaître, et ensuite on voit si ça se passe. Comment vous dites à une femme que vous l'aimez? Quel geste vous faites pour qu'elle comprenne que vous l'aimez? On prend une femme dans nos bras, on la caresse. Si elle se laisse faire, c'est bon. Sinon, elle nous repousse. En Occident, nous, on a été obligés d'inventer ce médicament pour pas avoir d'enfants. Vous connaissez ça? Nous n'avons pas besoin de prendre de médicaments. Nous avons ce qu'il faut dans la forêt. Nous avons même des plantes qui permettent d'avorter en tout début de grossesse. Dans une partie du monde, les femmes sont habillées comme ça. Leurs maris doivent être très jaloux. Elles n'ont pas trop chaud? Vos femmes vivent nues, qu'est-ce que vous ressentez devant ces voiles? Mais comment elles se lavent? Elles doivent rester comme ça, à l'intérieur de leur maison? Elles ont le droit d'enlever les vêtements ou pas? Quand le public écoute, il ressent cette solitude. Et les jeunes guerriers, qu'est-ce qu'ils en pensent de la calasse? Il y en a un qui répond? Moi, je vais parler au nom des jeunes.
Cette musique, ce n'est pas notre culture. On ne sait pas ce qu'elle signifie. Nous, on ne peut que regarder et écouter. Mais elle nous touche. Je trouve ça bouleversant. Sans la comprendre, on sent qu'il y a quelque chose de sacré. Je vous vois tous très beaux avec vos coutumes, avec vos rites. Est-ce que vous n'avez pas peur, lorsque vous voyez ces images du monde, d'être mangé par ce monde, d'être englouti par ce monde? Bien sûr que nous sommes très inquiets. D'ailleurs, si on vous a permis de nous filmer, c'est pour que vous montriez aux Blancs qui nous sommes. Nous sommes très angoissés pour l'avenir de nos enfants. Mais quelle sera leur vie? On sent la pression de l'homme blanc qui monte tout autour de nous et de notre forêt. Et que vous le vouliez ou non, nous résisterons. Et nous nous battrons pour que vous ne souilliez pas notre terre.